Bon bah les gars, on se retrouve pour une 22e édition de Film en vrac. On est toujours en vacances, on est toujours au mois d'août, il fait toujours super beau. Donc comme prévu, comme je vous l'avais dit, on va se voir de temps en temps comme ça pour une petite vidéo. Donc c'est parti. Et on va tout de suite partir au Japon pour un petit film d'horreur qui est adapté d'un jeu vidéo, The Convenience Store, ou comme j'ai décidé de renommer le film, Sadako et Kayako dans un 7-Eleven. Alors le film est réalisé par Jiro Nagae, qui en 2022 nous avait déjà offert Kisagari Station, un petit film d'horreur qui cassait pas des briques, mais qui était plutôt sympathique, plutôt dans la moyenne on va dire. Et il revient donc 4 ans plus tard, avec The Convenience Store, donc, qui est une adaptation d'un jeu vidéo dans lequel on va suivre une jeune femme qui travaille de nuit dans un petit combini 7-Eleven au Japon et qui va être victime de phénomènes paranormaux. Alors c'est un film que j'attendais assez, parce qu'un film d'horreur dans un 7-Eleven, un combini, voilà, ces petites épiceries asiatiques ouvertes 24 heures sur 24, moi le thème me parlait et je me disais qu'il y avait vraiment moyen de faire quelque chose de très très sympa et de plutôt marquant. Le problème c'est que le film c'est un peu un mixte assez en retard sur son temps, qui va pas mal emprunter aux grands classiques, alors The Grudge, The Ring, voilà, pour tout ce qui va être malédiction. Puisqu'on va avoir dans ce film une vidéo maudite. Voilà, il y a plusieurs vidéos maudites qui circulent, et si tu la regardes, 4 jours plus tard, il t'arrive des bricoles. Est-ce que ça vous dit quelque chose? On va nous parler d'une femme qui est morte sous les coups de son mari, parce que son mari a découvert qu'elle avait une liaison. Et il va aussi également tuer leur fils de 6-7 ans. Est-ce que là aussi ça vous dit quelque chose? En plus, le gamin, je suis désolé, mais c'est Toshio. C'est Toshio, mais totalement, jusque dans la coupe de cheveux, ils ont fait aucun effort. Bon, alors qu'un film s'inspire et reprenne plusieurs éléments, après tout, dans la horreur, ça a déjà été fait beaucoup de fois. Il y a quand même des films qui ont posé les bases et qui ont par la suite donné naissance à plein d'autres petits films de horreur. Là, c'est le cas. Mais le mélange n'est pas très harmonieux. On va mixer des éléments fantastiques avec une enquête policière, parce qu'on va retrouver un cadavre dans la petite supérette, et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé, puisque l'employée, la jeune fille qui travaille, est là. Elle va raconter ce qu'elle a vécu pendant 4 nuits, voilà. Je trouve qu'il y a des trucs sympas dans la narration, des trucs sympas dans le récit, mais ça convoque tellement les grandes figures, avec cette histoire de vidéo maudite, de spectre féminin qui va maudire tous ceux qui regardent la vidéo. Franchement, ils ont mixé The Ring et The Grudge, mais vraiment, c'est totalement ça, quoi. C'est vraiment totalement ça. Bon, et puis, après tout, il faut quand même aborder le point de l'horreur, puisque The Convenience Store est quand même un film d'horreur. Hein. Est-ce que l'horreur est efficace ? Là aussi, il y a des effets qui sont très très datés, mais vraiment très 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 datés. J'ai vu certaines scènes, j'ai grincé un peu des dents. Vous savez, un spectre féminin qui va apparaître et qui du coup va se déplacer en saccade, mais ça va être cuté entre chaque mouvement, du coup elle se rapproche à toute vitesse. Il y a quelques jumpscares vraiment 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 putassiers. J'ai pas été très convaincu par l'horreur, même s'il y a quand même 2-3 scènes qui fonctionne. Et il y a un autre souci que j'ai avec The Convenience Store, c'est que pour un film qui se passe dans un 7-Eleven, eh ben, on n'exploite pas vraiment le concept. On n'exploite pas vraiment
ce lieu. Je trouve qu'il est filmé platement. En gros, t'as le magasin et l'arrière-boutique et les vestiaires, voilà, ça s'arrête là. Je trouve que c'est pas très très bien exploité. J'ai trouvé le film un peu feignant dans ses effets. Malgré tout, je trouve quand même qu'il est plutôt bien rythmé, qu'il y a certains éléments, comme je l'ai dit, narratifs dans l'enquête qui fonctionnent plutôt bien. Je suis déçu. C'est pas un film exceptionnel. Honnêtement, je l'ai déjà quasiment totalement oublié et je sais que d'avance que c'est un film que je ne reverrai pas. Mais bon, on va dire que ça fait le taf par moment. C'est juste que je trouve que le film avait un potentiel quand même que je trouve qui n'est pas du tout bien exploité. Et je trouve ça dommage. Vraiment, je trouve ça dommage parce que l'originalité de son concept, à savoir que tout se passe dans un 7-Eleven, ça aurait vraiment pu donner du corps au fait à un film de Gérard plutôt lambda dans son histoire de malédiction, mais de par son lieu, je trouve que ça aurait vraiment pu donner quelque chose de beaucoup plus soutenu que ce qu'on a là, voilà. Donc The Convenience Store ne m'a pas convaincu. Je trouve que c'est un film plus que moyen, malheureusement. Donc pour moi, c'est un grand nom. Et j'ai bien plus aimé Dollhouse, qui est sorti en fin d'année dernière, fin 2025, qui lui aussi reprenait pas mal de tropes de la J-horror, mais le faisait avec beaucoup plus de talent, avec beaucoup plus d'implication. Donc je vous orienterai plutôt sur Dollhouse plutôt que sur ce The Convenience Store, qui malheureusement pour moi a raté un petit peu son objectif. Je ne sais pas qui avait besoin de ce projet, puisqu'ils ont décidé de faire non pas une suite, mais 2 suites au film Cold War. Alors Cold War, le premier c'était 2012, Cold War 2 2016, ouais. Et là ils reviennent 10 ans plus tard avec des suites préquelles, puisque ça va se passer en 1994 et en 1995 et aussi de nos jours. C'est toujours réalisé par Longman Luck et Sonny Luck. Alors Longman Luck, je le respecte beaucoup puisque c'est lui qui est derrière le projet Anita, qui est sorti en 2021, et dont il faudrait vraiment que je parle et je fasse une grosse vidéo et sur le projet et sur Anita. Ça c'est inévitable. Ils étaient aussi derrière le projet Helios qui était sorti en 2015, qui était un peu dans la même vibe que les Cold War. Et comme dans les 2 premiers films, ce Cold War 1994, il y a un casting de porc, de fou furieux. On a Chow Yun-fat, Daniel Wu, Aaron Kwok, Tony Leung-Ka-fai, Louis Ko, Louise Wong, donc Louise Wong qui jouait dans le biopic Anita. On a Fish Liu, on a Cecilia Yip, on a Karen Mok, et surtout le plus beau, on a Yuen Biao dans un petit rôle. Ouais, Yuen Biao dans un film hongkongais en 2026. Franchement, son apparition, c'est le meilleur moment du film. Même s'il se bat pas, il place pas de coups, c'est juste, il joue un daron qui parle à son fils sur un bateau, voilà, on doit le voir aller 3 minutes à peine. Mais franchement, ces 3 minutes m'ont fait tellement sourire, j'étais tellement content de le voir. Ah, c'est waouh, parce que la dernière fois qu'on l'a vu, c'était dans The Six Robber de Chris Yu. Donc si on commence à le revoir comme ça, c'est juste un bonheur. Vraiment, c'est un bonheur. On n'a pas mis assez de respect sur cet homme. Yuen Biao, quoi. Yuen Biao. Et donc le film Cold War 1994 va nous raconter une histoire qui s'est passée comme son titre l'indique en 1994 et qui va avoir certains éléments qui vont ressurgir en 2026, voilà, donc presque 32 ans plus tard, ma foi. Alors le film se passe donc une partie en 1994, avant la rétrocession, ce qui va nous donner lieu à des plans très très moches de l'avion qui survole la Kowloon Wallet City. Ils ont vraiment bâclé ça, je suis furieux, je comprends pas comment tu peux bâcler un plan pareil. Et bon après, on a eu des plans absolument sublimes dans d'autres films, City of Darkness pour ne citer que lui. Et le film est d'un ennui, mais d'un ennui. Oh là 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 là. C'est ouf parce que dans le cinéma de Hong Kong, quand ils ont décidé qu'ils allaient être chiants, putain,
Ah, ils se foutent pas de notre gueule. Vous vous rappelez quand je parlais de la saga des films Storm, là, G-Storm, S-Storm, P-Storm, L-Storm, M-Storm, Q-Storm avec Louis Co, là. Et que je disais, ouais, c'est des polars de bureau, où les mecs passent leur temps à s'apporter des enveloppes, à discuter dans leur bureau, et bah là, c'est ça, mais pendant 2 heures presque. Il y a quelques petites scènes d'action quand ça se passe dans le passé, mais là, putain, waouh! On a Aaron Kwok et Chow Yun-fat enfermés dans un bureau qui discutent pendant tout le film, mais vraiment tout le film. Tony Leung-Ka-fai qui est porté disparu. On a vite fait un tout petit rôle de Louis Co qui a une moustache et une coupe de cheveux, vous savez, avec l'arrêt au milieu et les cheveux qui pendent là comme ça là. Et d'ailleurs, je trouve que avec cette moustache, il m'a fait vite fait penser à Ung-Man Tat, donc ça m'a fait un petit peu rire. Mais le film est d'un ennui, putain de merde. Et quel gâchis, putain, je demande pas à ce qu'on ait des The Furious toutes les semaines, c'est pas possible. Mais là, c'est un polar de bureau sans âme, c'est fade, l'image est ultra propre. C'est des mecs qui pendant 2 heures discutent, ils se rappellent constamment leurs titres. D'ailleurs, ça m'a fait penser à ça. Parce que j'ai énormément de respect pour les titres, hein. Sachez-le. Hein. Les titres et l'uniforme, pour moi, il n'y a que ça. Il n'y a que ça de vrai. Après ça, pour moi, c'est tout balayer. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Ah non, le reste, non. Enchanté. Je suis bien d'accord avec vous. L'uniforme et les titres. Après ça, pour moi, ils peuvent tous aller se faire foutre. Pour moi, si on retire... Le respect des titres et des uniformes, pour moi, ça n'a aucun sens. Pour moi, il n'y a que les uniformes et la Légion d'honneur. Et les militaires. Et les forces de l'ordre. Ouais, c'est justement... Voilà. Après ça, pour moi, à la Kalachnikov. Hein. À la Kalachnikov. C'est honteux d'entendre parler des gens comme ça. À la Kalachnikov. On les zigouille, hein, les uns derrière les autres. Hein. On les zigouille, hein. On les fout en prison. Hein. Tout ce qui n'est pas uniforme et corps d'élite, à l'huile bouillante. Hein. Ils disent oui, alors moi je suis le chef de la sécurité, vous ne pouvez pas me parler comme ça, tenez, prenez les documents de cette enveloppe et tout. Putain de merde. Oh là là. Après, les Cold War, ils ont toujours eu un... Voilà, c'est des films qui sont quand même assez lents dans leur rythme, ça blablate beaucoup, il y a vite fait un peu d'action. Je savais à quoi je savais à peu près à quoi m'attendre, voilà. Mais là, ils ont tellement poussé le truc, et la partie avant la rétrocession en 94, je la trouve pas intéressante. C'est une banale histoire de flic infiltré, encore une fois. D'ailleurs, le flic infiltré, il a exactement le même look que Tony Leung Chiu-wai, le bon Tony Leung, dans Infernal Affair, avec le blouson noir, la même coupe de cheveux avec la frange devant. Mais j'ai regardé ça, mais je me suis dit, mais vous vous moquez de qui, en fait? Alors, par-ci, par-là, t'as 2-3 petites scènes d'action qui te font hausser un sourcil, mais on a vu tellement mieux ailleurs. C'est tellement moins bien réalisé, moins bien monté. Il y a tout un final sur l'aéroport. L'ancien aéroport, du coup, hein, voilà, celui qui survolait les buildings. Mais, je sais pas, ça me paraît pauvre dans l'ambition, ça me paraît pauvre dans la mise en scène, c'est pauvre dans ses effets, et tout ce qui précède, c'est tellement laborieux que... moi, ça me dérange pas, les films bavards, mais même dans les échanges, il n'y a pas de vie, c'est plat, c'est triste, on s'emmerde. Avec un casting pareil, putain, c'est tellement dommage. Je sais pas qui voulait cette suite, mais... ça a été d'un ennui, mais... j'en pouvais plus, quoi. J'ai pris aucun plaisir au visionnage, à part voir les acteurs et actrices. D'ailleurs, on a Louise Wong qui est plutôt pas mal. Elle a un personnage plutôt badass et tout. Elle a 2-3 moves sympas, une scène d'action plutôt correcte et tout. Mais je vous dis, il y a tellement eu un niveau qui a été mis haut, ne serait-ce qu'avec, par exemple... pour parler d'un polar hongkongais récent, The Prosecutor de Donnie Yen. Là, putain, ça a envoyé du bois. La scène d'intro, elle est incroyable. Là, tu te fais chier, parce que les enjeux sont chiants. Tu te moques des... En fait, les personnages, ils ont pas l'air humains, en fait. C'est des personnages fonction. Tu sais, ils sont à leur bureau, en dehors de leur taf, en fait, ils n'existent pas. C'est ça, le truc. Tu les vois jamais exister comme des êtres humains. Tu les vois que exister que comme des personnages fonction. Et vraiment, moi, je trouve ça vraiment très dommage.
Et il y a Cold War 1995 qui arrive. Mais putain, mais si c'est du même acabit, mais quel enfer! Enfin, ouais, pour moi, c'est un énorme casting pour un film feignant, paresseux, laborieux, générique. Non, franchement, j'ai été très déçu. Petite déception, là aussi, que j'ai vu hier au cinéma. Le nouveau film de Harun Matezawan, avec Lokesh Kanagaraj, Wamika Gabi et Sanjana Krishmaruti, je suis désolé d'avance si j'écorche les noms des acteurs, qui est une espèce de réadaptation, de nouvelle version de Devdas, avec beaucoup d'éléments qui font penser au film originel, mais réadapté un peu à la sauce gangster. Un film que j'attendais beaucoup parce que Harun Matezawan, il a réalisé un gros 4-3 que j'avais vraiment beaucoup aimé, dont je vous avais parlé sur la chaîne, à savoir Sani Kadiyam, qui est vraiment un film qui m'avait profondément marqué, un film extrêmement brutal, extrêmement violent, sur une histoire de vengeance, et qui là nous sert un film de gangster qui ne m'a pas vraiment emporté malheureusement. Je peux pas dire que c'est un mauvais film, pas du tout. Même peut-être que mes attentes étaient trop hautes, et en tout cas j'y suis allé parce que même si Captain Miller avec Danouche m'avait beaucoup déçu, m'avait pareil pas emporté. J'ai trouvé que Captain Miller il manquait vraiment d'un truc, et là je retrouve ce même constat dans DC. Il manque quelque chose. L'adaptation de Devdas, oui, c'est bien beau. Alors on retrouve beaucoup des tropes, à savoir le fils qui a une relation conflictuelle avec son père, cette jeune femme, cette jeune prostituée qui est enfermée et retenue contre son gré et qui va finir, là c'est un petit peu différent, qui va finir par être délivrée par le personnage interprété par Lokesh, et qui vont se lancer dans un espèce de road movie, de course-poursuite avec des flics corrompus. Ça m'a pas vraiment transcendé parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses déjà vues, y compris dans la violence. On a 2-3 scènes d'affrontement à la machette et 2-3 gunfights, mais qui m'ont pas emporté. Alors, c'est pas des scènes désagréables, mais en fait j'ai vu tellement mieux fait et mieux réalisé ailleurs que je peux pas m'empêcher de me dire ah mince, moi j'aurais pas fait ça comme ça, j'aurais pas tourné ça comme ça manque un peu d'ampleur là, et il y a une espèce d'aller-retour incessant dans le film, une espèce de traque de je te capture, je te fais évader, je te relâche, en fait moi je suis un traître, moi je veux ça et toi tu veux pas me donner ça, mais alors du coup, enfin j'ai trouvé que c'était un peu laborieux dans l'exécution, même si j'ai plutôt quand même passé un moment sympa. Mais je sais pas, y a des très beaux moments de poésie, des très beaux plans, et il y a d'autres plans que j'ai trouvé très beaux, mais qui sont trop courts pour vraiment s'en imprégner. Je pense notamment à une des scènes du final où Lokesh et Wamika ils débarquent dans un espèce de temple abandonné, et on voit leur silhouette à travers la fumée, on voit qu'ils sont armés, et la fumée s'enlève petit à petit pour les voir, mais là encore le plan est trop court, ça cut trop vite pour pouvoir les iconiser correctement. Donc ouais, j'ai pas détesté, mais c'est pas un film qui va me marquer plus que ça, contrairement à Sani Kadiyam, qui vraiment lui avait vraiment été un énorme choc. Lokesh en tant qu'acteur, son rôle, c'est ça qui m'a un peu dérangé, son rôle ne m'a pas transcendé non plus, quoi. Pour moi, c'est clairement Wamika qui porte le film. Je la trouve assez incroyable. Il y a des scènes très fortes avec elle. Mais le personnage de Lokesh, cette espèce de gangster désabusé, qui a peur de rien, je sais pas. Même sa relation avec son père, j'ai trouvé que c'était pas très abouti. Pareil, il y a un échange lors du final où ils se retrouvent après des années, il y a aucune émotion, il y a aucune vie, il y a aucune énergie, je trouve, qui transpire de la scène. Il se voit et se dit bon une fois que tout ça sera réglé, on essaiera de reprendre une relation père-fils. Ouais, ok, faisons comme ça. Puis bam. Non, ça m'a pas convaincu. Après, au niveau musique, au niveau réalisation,
J'ai trouvé ça assez lambda, notamment des morceaux qui sont des morceaux en anglais que j'ai trouvé assez malvenus. Enfin, je sais pas, je m'attendais à quelque chose de très épique, de beaucoup plus brutal, même s'il y a quand même une certaine brutalité, une certaine radicalité dans le film. J'en attendais beaucoup plus. Là, je suis clairement resté sur ma faim, malheureusement. Après, je déconseille absolument pas de voir ce film, hein. C'est quand même c'est un bon film de gangster tamil, voilà. Mais j'ai vu beaucoup mieux, j'en attendais beaucoup plus aussi, je dois le reconnaître. Et ouais, le film m'a clairement laissé sur ma faim. Et on termine sur Netflix avec Mes Hommes d'Action. Petite comédie slash action slash buddy movie coréen qui est plutôt fun, qui est même étonnamment fun. Ça raconte l'histoire d'une femme qui va être kidnappée, et son ex-mari et son nouveau mec doivent s'allier pour tout simplement tenter de la retrouver. Alors il y a toute une intrigue policière derrière, et j'ai passé un moment très sympa. Le film est rempli de bonne énergie, de scènes qui fonctionnent plutôt bien, notamment évidemment dans la relation entre l'ex et le nouveau mec, hein. Ça c'est clairement quelque chose de réussi dans le film. Ils cherchent un petit peu tous les deux leur place. Je trouve que le film est bien rythmé, il a une bonne vibe, une bonne énergie, une belle luminosité. Il y a des scènes d'action plutôt sympas. Bon, rien de très extraordinaire niveau action, mais on est dans pour une comédie familiale, parce que c'est clairement ça. On est clairement dans une très très bonne moyenne. C'est un petit feel-good movie que vraiment, c'est léger, c'est frais, ça se prend pas la tête. J'ai vu qu'il y avait pas mal de petites propositions comme ça sur Netflix. J'ai relevé quelques titres pour en faire un film en vrac, peut-être spécial Corée du Sud, parce qu'ils sont quand même vachement forts là-dedans. Mais ouais, Mes Hommes d'Action, j'ai pas grand-chose à en dire en fait, parce que c'est déjà tout simplement de la sélection. Je pense que c'est le film que j'ai le plus aimé. Il se prend pas la tête, c'est léger, ça se regarde très bien, et on en sort avec le sourire, parce que le film nous a tout donné avec le sourire en fait, tout simplement. Donc c'est sur Netflix, franchement n'hésitez pas à lui consacrer 2 petites heures, parce que vraiment je trouve ce film très 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 sympa. J'espère que vous allez bien les amis, c'est la fin déjà de cette petite vidéo à la cool, ce petit film en vrac Summer Edition où on se prend pas la tête. N'hésitez pas, si vous avez vu les films dont je vous ai parlé dans cette vidéo, à me faire un retour si vous les avez visionnés. J'espère que votre mois d'août se passe bien. Moi en tout cas, à la cool, tranquille, on attend la rentrée, on prépare la rentrée tranquillement pour la chaîne, avec 2-3 trucs très très sympas qui arrivent. Donc les amis, je vous dis à la prochaine, profitez bien du reste de votre été, parce que ma foi, on est déjà presque le 10 août, ça va vachement vite. Et regardez bien sûr du cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Salut!